Salut à toi, moi c'est Korka Diallo et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu viens de me découvrir pour la première fois, je t'invite à faire tout de suite deux choses. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos. La deuxième chose, c'est d'aller toujours dans la barre de description, de cliquer sur des liens que je t'ai mis afin de pouvoir télécharger les séries d'exercices qu'on va corriger tout à l'heure. Donc, et petit rappel pour les cours d'excellence Londo, les amis, les places commencent à se remplir vraiment. Donc, si vous êtes élève en classe de 4e, de 3e, de seconde S, de première S1, première S2, première L, de seconde L, de TS1, TS2 ou terminale L, je t'invite à réserver ta place en m'écrivant au 77 465 32 33. L'inscription elle est gratuite pendant tout le mois de juin et ça va commencer à partir du 1er juin. Donc, les disciplines, c'est mathématiques, physique, chimie et SVT. Maths P, c'est SVT pour les classes scientifiques et Histogeo, français, anglais et philosophie pour les séries littéraires. D'accord? Donc l'inscription elle est gratuite. Dépêche-toi pour réserver ta place. On ne prend que 25 élèves et les cours se font en ligne durant tout le mois de juin. Donc tu m'envoies ton prénom, ton nom, ta classe, ton lycée d'origine et les chapitres que tu fais actuellement en classe. Aussi simple que ça. Et sans plus tarder, on y va. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à marquer une pause et d'aller dans la barre de description afin de télécharger l'exercice qu'on est en train de corriger tout de suite. Je t'ai mis un lien, tu cliques sur ce lien, tu télécharges la série d'exercices et tu sélectionnes l'exercice 1, donc étude de fonction. Là, on t'a donné f de x qui est égal à ça. Un petit rappel, chers amis, pour l'inscription au cours d'excellence Londo Academy, les places commencent à partir. J'ai dit que c'est de la 4e à la terminale. Inscrivez-vous très rapidement. Vous m'envoyez votre prénom, nom, classe, votre établissement d'origine et le chapitre que vous faites actuellement en mathématiques, en PC et en SVT. N'est-ce pas? Donc les places commencent à partir et je vous invite vraiment à adhérer massivement parce qu'on ne prend que 25 élèves finalement donc par niveau. Et les cours commencent à partir du mois de juin, donc début juin, le 1er juin. Ok, donc là f de x il est égal à ça. Ok, donc on demande les variations de f. De déterminer le tableau de variation. Ok, donc on a f de x qui est égal à ça. F de x c'est une fonction polynôme puisque f de x il est égal à ça. C'est la même chose que 2x carré moins 2x donc plus 1 si je développe cette expression. Et c'est la même chose que 2x carré moins 4x plus 2. Donc ça c'est une fonction polynôme. Donc ça veut dire que le domaine de définition ça fait R. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que je fais? Je calcule les limites aux bornes du domaine de définition. N'est-ce pas? Donc les limites, la limite en plus l'infini de f de x, ça fait quoi? La limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite de ce polynôme. Aux limites d'un polynôme en l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Là, le monôme de plus haut degré, c'est 2x carré. Donc la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite de 2x carré quand x tend vers plus l'infini, et ça fait plus l'infini. Et pareil, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça fait toujours plus l'infini. N'est-ce pas? Parce que c'est la limite de 2x carré quand x tend vers moins l'infini. N'est-ce pas? Et avec le carré, ça donne plus l'infini. Ok? Qu'est-ce que je fais? J'ai les limites, je calcule la dérivée. N'est-ce pas? Je calcule la dérivée de f et j'étudie son signe. Donc dérivée. Puisque f est une fonction polynôme, bon, je n'aurai pas le temps de tout écrire, hein, je vais expliquer. Mais normalement, en devoir, vous devez l'écrire, bien en classe. Puisque f est une fonction polynôme, donc alors elle est dérivable sur R. Et quel que soit x appartenant à R, vous avez f' de x qui est égal à quoi? F' de x, donc c'est la même chose que la dérivée de ça. D'accord? Donc ça fait 2. Si je dérive ça, ça fait quoi? Si je dérive x carré, ça fait 2x. Et si je dérive moins 4x, ça fait 4. Et la dérivée de 2, ça fait 0. Donc ça fait 4x moins 4. Ok? Et là, je peux factoriser par 4, ça fait 4 facteur de x moins 1. N'est-ce pas? Donc j'ai la dérivée. Donc qu'est-ce que je fais? J'étudie le signe de la dérivée. Donc f' de x s'annule si et seulement si 4 facteur de x moins 1 égale à 0. Et si et seulement si x moins 1 égale à 0, puisque 4 est différent de 0. Donc ça veut dire que x est égal à 1. Donc la dérivée s'annule en 1. N'est-ce pas? Donc pour avoir son signe, qu'est-ce que je fais? Bon, je peux voilà, aller directement. Donc là, vous avez f' de x. Là, moins l'infini. On a dit que la dérivée s'annule en 1.
Et là, ça fait plus l'infini. D'accord? La dérivée s'annule ici. La dérivée, c'est ça. Donc, G positif ici et négatif. N'est-ce pas? Signe de A à droite et signe contraire de A à gauche. N'est-ce pas? De la racine. Et là, j'ai F. Puisque là, F est négatif, F' est négatif, donc ça veut dire que la fonction elle est décroissante. Et là, F' est positif, donc la croissante. Là, la limite en moins l'infini, on a dit que c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, j'ai calculé que c'est plus l'infini. Et là, j'ai quoi? J'ai f de 1. F de 1, je remplace x par 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc f de 1, il est égal à 0. Donc là, j'ai les variations. Et ensuite, on me demande de tracer la courbe. OK? Donc pour tracer la courbe, qu'est-ce que je fais? Normalement, je vais le faire au logiciel, mais puisque les élèves ont des problèmes pour tracer des courbes, donc je le fais. On le fait ensemble. Donc là, j'ai quoi? J'ai moins 1 ici, et là j'ai 1. Là j'ai moins 1, et là j'ai 1. Donc 2, etc. Donc là, c'est l'axe des y, et là, c'est l'axe des x. C'est dommage que j'ai un petit tableau. Hein. Bon, mais on va faire avec. Donc là, j'ai... Voilà, donc j'ai la figure. J'ai le tableau de variation. Et là, la dérivée s'annule en 1, n'est-ce pas? Donc je place le point 1 et 0. Je place le point 1 et 0, puisque la dérivée s'annule au point 1. Donc en x0 égale à 1. Donc là, on a une tangente horizontale, n'est-ce pas? Donc je place le point de coordonnées 1 et 0. Donc x égale 1, y égale 0, c'est ce point-là. Donc là, j'ai une tangente horizontale. OK? Et donc là, je peux tracer la courbe. Donc elle quitte plus l'infini, elle descend jusqu'à 0, et ensuite elle remonte vers plus l'infini. Mais là, regardez bien. Donc, on doit avoir une courbe qui ressemble à ça. Mais on va vérifier est-ce que la courbe coupe l'axe des ordonnées. Et pour savoir si elle coupe l'axe des ordonnées, on fait quoi? On calcule f de 0. F de 0, c'est là où la courbe coupe l'axe des ordonnées. Et là, f de 0, ça fait quoi? F de 0, je remplace x par 0, ça fait 2 facteur de 0 moins 1 au carré. 0 moins 1, c'est 1. 1 au carré, ça fait 1. Et là, ça fait 2 fois 1, ça fait 2. Donc, ça veut dire qu'elle va couper l'axe des ordonnées au point 2. D'accord? Donc là, je place 2 et là, moins 2. OK? Là où la courbe coupe l'axe des abscisses, on résout l'équation f de x égale à 0 et on trouve les solutions. Et là où la courbe coupe l'axe des ordonnées, on calcule f de 0. F de 0, c'est là où la courbe C coupe l'axe des ordonnées. Je calcule f de 0. Donc ça veut dire que x égale à 0. Puisque x égale à 0, on est sur l'axe des ordonnées. Et là, f de 0 égale à 2. Donc j'ai le point 2. Donc ça veut dire que la courbe va couper l'axe des ordonnées au point 2. D'accord? Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis le tableau de variation. Sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc là, sur l'intervalle moins l'infini 1, on est de ce côté-là. On est dans cette partie. On quitte plus l'infini pour venir jusqu'à 0. Donc là, on quitte plus l'infini. Et la courbe va couper l'axe des ordonnées en 2. Là, on a une tangente. Je ne sais pas si je trace bien, hein, mais bon, vous allez comprendre. Ensuite, on est à 1 plus l'infini. La courbe va quitter 0 et remonter vers plus l'infini. 0. Donc là, on est à 0 et ça remonte vers plus l'infini. Tracez bien la courbe. Hein. Je vois que j'ai été un peu maladroit de ce côté, mais je crois que vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc on obtient cette courbe. Et là, c'est CF. Donc c'est la courbe de f. OK? À la deuxième question, on donne g de x qui est égal à ça. Et à la première question, on demande de montrer que g est impair. Pour montrer que g est impair, donc le domaine de définition de g, d de g, ça fait R. Et vous convenez avec moi que quel que soit x appartenant à R, pour tout réel x, moins x est aussi réel. Moins x appartient à R. Et quoi? Et g de moins x, ça fait quoi? Donc je remplace x par moins x. Donc ça fait 2 valeur absolue de moins x moins 1 au carré. Et là, ça fait quoi? Valeur absolue de moins x, ça fait... C'est la même chose que valeur absolue de x, moins 1, donc au carré. Or ça, c'est g de x. Donc c'est ce qui nous permet de dire que g est impair. Donc ça veut dire que g est pair, là. Donc g est pair. Parce que g de moins x égale à g de x. Pour tout réel x appartenant à R. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que g est pair. N'est-ce pas? Ensuite, à la question B, on demande de tracer la courbe de g
dans le même repère. Donc là, on a la courbe de f, donc CF. On demande de tracer la courbe de G dans le même repère. Donc là, regardez bien. Si x est positif, donc ça veut dire que, bon, je l'écris, que si x est positif, donc ça veut dire que g de x, il est égal à f de x. Parce que si x est positif, vous aurez g de x qui est égal à 2 valeur absolue de x. Et puisque x est positif, vous aurez valeur absolue de x qui est égale à x moins 1. Donc 2 facteurs de x moins 1 au carré. Or ça, c'est f. Donc si x est positif. Donc ça veut dire que si x est positif, la courbe de f et la courbe de g sont confondues. Si x est positif. Donc ça veut dire que si on est dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc là c'est 0 plus l'infini, donc g de x égale à f de x. Puisque g de x est égal à f de x, donc ça veut dire que les courbes de f et de g sont confondues. Donc sur l'intervalle, donc 0 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'on a ça. D'accord? Donc ils sont confondus, puisqu'on est là de 0 à plus l'infini. Par contre, cette partie, elle n'en fait pas partie. Cette partie, c'est la courbe de f. On est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Si x est positif, f de g de x égale à f de x. X est positif, c'est à partir d'ici. Donc f de x égale à g de x. Les deux courbes sont confondues. Donc la courbe de g, elle est égale à là. Donc maintenant, on a montré que ici, maintenant si x est négatif, qu'est-ce qu'on a? On a dit que g est pair. Puisque g est pair, donc ça veut dire que CF, donc ça veut dire que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. N'est-ce pas? Par rapport à l'axe des ordonnées. Donc qu'est-ce que je fais pour avoir l'autre partie négative? Je fais une symétrie par rapport à l'axe des y, donc des ordonnées. Donc qu'est-ce que je fais? Ce point, son symétrique, c'est ici. Donc je place la tangente. La tangente, sa symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, c'est ça. Ensuite, je fais une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées de cette partie. D'accord? Donc à peu près, ça va donner ça. N'est-ce pas? Puisque G est impair, est pair du moins. Donc on fait une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc vous voyez que cette courbe-là et cette courbe-là sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Okay? Donc c'est ça la courbe de G. Donc là, à la dernière question, on te demande de résoudre graphiquement cette équation G de x égale à m, mais graphiquement. Donc je vais vous expliquer avant d'écrire. Regardez bien, G de x égale à m. Ça veut dire que la courbe de G et la courbe d'équation y égale à m sont confondues, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui va se passer si g de x, si m est négatif? Si m est négatif, ça veut dire que on est en dessous de l'axe des abscisses, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si m est négatif, l'équation g de x égale à m n'a pas de solution, puisque m est négatif. Donc ça veut dire que m est en dessous, n'est-ce pas? Si m est négatif, ça veut dire que m, ci partie bi la nekk ou quoi? Comprenez? Est-ce que vous suivez bien? Si m est négatif, donc ça veut dire qu'on n'a pas de solution. Puisque la courbe de G est au-dessus de l'axe des abscisses et m est négatif. Donc ça veut dire que m est en dessous. Puisque m est négatif. Quand je dis m est négatif, c'est m est strictement inférieur à 0. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que si m est négatif, on n'a pas de solution. Puisque m va être en bas, g de x est en haut. G de x égale à m ne vont pas se rencontrer. Donc ça veut dire qu'on a 0 solution si m est négatif. Maintenant, si m est égal à 0, regardez bien. Si m est égal à 0, ça veut dire qu'on est, c'est la droite d'équation y égale à 0. Si on remplace m par 0. N'oubliez pas que là, m aussi, si on appelle sa courbe delta m, c'est la droite d'équation y égale à m. D'accord? Et là, si m est négatif, on est en bas, ensemble vite. Si m égale à 0, donc ça veut dire que si on est sur l'axe des abscisses, la droite d'équation y égale à 0, c'est cet axe x, n'est-ce pas? Donc on a deux solutions. Pourquoi? Parce que si on trace cette droite, on a cette droite, c'est l'axe des abscisses. Donc on a la courbe de m, delta m, et la courbe de g. La courbe de g, c'est ça. Ils vont se rencontrer en deux points, donc en moins 1 et en 1. Donc on a deux solutions, n'est-ce pas? Donc on a deux solutions puisqu'ils vont se rencontrer en 1 et en moins 1. Donc on a deux solutions. Maintenant, si m égale à 2, par exemple, si m est égal à 2, qu'est-ce qu'on fait? Je trace la droite d'équation y est égale à 2.
Là, c'est la droite d'équation y égale à m. Et on a dit que m égale à 2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On a 3 solutions. La première solution, elle est là. La deuxième solution, elle est là. La troisième solution, elle est là. N'est-ce pas? Résoudre g de x égale à m, c'est trouver les points d'intersection entre la courbe g et la courbe d'équation y égale à m. Donc, si m est égal à 2, on obtient 2 solutions. 3 solutions du moins. N'est-ce pas? Vous voyez bien? Donc, ça veut dire que si m est égal à 2, on a 3 solutions. Maintenant, si m est compris dans cet intervalle, on a traité pour m égale à m négatif. M négatif, on est dans cette partie. 0 solution. M égale à 0, on est sur cette droite-là. On a 2 solutions, c'est 2 solutions. M égale à 2, on a 3 solutions. Maintenant, si m est compris entre 0 et 2, dans l'intervalle ouvert, on est dans l'intervalle ouvert 0,2. Si on est dans l'intervalle 0,2, on prend n'importe quel point. Ici, on aura combien de solutions? On aura une solution, 2 solutions, 3 solutions, 4 solutions. Donc, ça veut dire que si m appartient à l'intervalle 0, 2, on aura forcément, dans tous les cas, 4 solutions. D'accord? Donc, on a traité toute cette partie. Et si m est supérieur à 2, donc si m est supérieur strictement à 2, donc ça veut dire qu'on va dépasser la droite d'équation y est égal à 2. Donc, si on trace par exemple quelque part ici, on aura combien de solutions? On a une solution et 2 solutions. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Si je récapitule, qu'est-ce que je fais? Si m est négatif, donc ça veut dire qu'on a 0 solution. Si m est négatif, on est de ce côté, 0 solution. Et si m égale à 0, si m est égal à 0, on a 2 solutions. C'est ces 2 points-là, donc 2 solutions. Et si m est égal à 2, on a dit m est égal à 2, on a 3 solutions. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a 3 solutions. Et si m appartient à l'intervalle 0,2, l'intervalle 0,2, cet intervalle-là, on a 4 solutions. Et si m est supérieur à 2, donc on a 2 solutions. N'est-ce pas? Vous êtes intelligent, je crois que vous comprenez. Voilà, m est supérieur à 2, on a 2 points d'intersection. Aussi simple que ça.